Quand on devient parent, on apprend à vivre avec des émotions intenses. Pire encore, on apprend à prendre des décisions avec des émotions vraiment très puissantes. Et parfois, quand on voit d'autres parents prendre d'autres décisions, parfois même complètement opposées aux nôtres, on peut sentir que c'est désagréable, on peut se sentir invalidé, même parfois sentir qu'on est agressé de ça. Dans mon premier épisode avec ma nouvelle invitée, Jessica Barker, on fait la lumière sur la détresse que les mères peuvent vivre. Si tu n'as pas vécu de détresse pendant ta grossesse ou en postnatal, je t'invite quand même à écouter cet épisode. Si tu n'as pas eu d'enfant ou si tu es un grand-parent, je t'invite aussi à écouter cet épisode parce que c'est en ouvrant notre cœur au vécu des autres qu'on crée un collectif qui est beaucoup plus bienveillant et soutenant. Peut-être qu'on peut même éviter de la détresse de nos proches en comprenant mieux ce qu'elles sont en train de vivre. Bref, je te souhaite une super écoute de ce premier épisode qui fait la lumière sur la détresse des mères. Allô, Jessica? Allô, Mélanie, on se voit enfin! On se voit enfin! Et puis moi, j'en reviens pas. J'ai oublié de te demander la permission. On a-tu le droit de faire référence aux intrépides? C'est fatigant. Je suis certaine que t'es écœurée qu'on fasse ça, mais t'es une idole de jeunesse. Je peux pas être écœurée parce que moi aussi, j'ai mes idoles de jeunesse. Moi, c'était Passe-Partout. Donc, je comprends le pouvoir, l'imaginaire qui vient avec ça. Puis, sincèrement, ça serait comme... je trouverais ça vraiment poche de dire que je suis écœurée, qu'on m'en parle. Puis, en même temps, je suis comme touchée parce que ça fait... Écoute, 25 ans, là, tu sais, puis je m'en fais parler chaque semaine, tu sais, fait qu'il y a quelque chose de beau là-dedans. Fait que, puis en plus, là, c'est rendu que je passe j'ai un podcast, je viens à ton podcast, puis les Intrépides, c'était les premiers podcasteurs dans leur... ben oui! Dans leur chambre! C'est incroyable! La radio! Ça l'a marqué notre enfance. Puis là, j'ai beaucoup de spectatrices qui viennent de l'autre bord de l'océan. Ah, ben, qui connaissent les Intrépides aussi. Tu penses-tu? Ben, c'est ça, c'était en France. Ben oui, c'était en France. Ben oui, Tom, il avait un petit accent français. Tom, Laurent Deutsch, c'est un Français, donc tes auditrices doivent le connaître. Laurent a une grande carrière encore aujourd'hui. Lui, il écrit des livres, il est beaucoup dans l'histoire de la France. Il a entre autres écrit un livre qui s'appelle Métronome, qui a été un immense succès. Il fait le tour de différentes stations de métro, puis il raconte l'histoire de ça. Puis c'est quelqu'un avec qui je suis encore en contact. Donc, je suis sûre qu'ils savent c'est qui, Laurent. Laurent Deutsch. C'était ma prochaine question. Sais-tu qu'est-ce qui est devenu? Ça, je sais pas. Mais par contre, toi, je t'ai suivi toute ma vie après. Puis j'étais gymnaste de haut niveau. On s'en parlait récemment parce que tes filles sont gymnastes aussi. Fait que j'avais pas le temps d'écouter la télé, mais les Intrépides, tu sais, je pourrais te dire ton texte par cœur encore aujourd'hui, je pense. C'était ton rendez-vous. Mais c'était ça, les Intrépides. Il y avait comme un attachement. C'était un rendez-vous. Puis les enfants, ça a passé longtemps, tu sais, fait que ils connaissaient les épisodes, ils répétaient. Puis moi, il y a plein de monde qui m'ont écrit, je suis devenue journaliste, je suis devenue policier ou policière à cause des Intrépides, parce que je voulais être comme les Intrépides. Fait que moi, ça redonnait du pouvoir aux enfants. Oui, puis même plus loin que ça, j'avais même pas remarqué. Je me suis plus c'est qui m'avait dit... Tu sais, Julie, à quelque part, c'est une des premières icônes de jeune fille, d'une certaine façon, qui a beaucoup de pouvoir, qui a peur de rien, qui est justement tout le contraire de ce qu'on avait dans l'imaginaire. Puis là, il y avait quelqu'un qui m'avait dit ça, tu sais, t'es comme une image du féminisme dans l'enfance. Puis là, j'étais comme, ben voyons donc, je savais même pas, mais c'est vrai, tu sais. Je m'en allais vers ça parce que tu courais vite. Ben oui! Tu parlais fort, tu avais du tact. J'avais pas peur. Tu prenais ta place. Ouais. Pour une petite fille qui s'est fait dire qu'il faut courir lentement avec les bras dans les airs. C'était le contraire. On était ailleurs. Ça validait une force en dedans de nous qu'on avait de la misère à exprimer. Fait que c'était... Ouais, puis tu sais, Tom, justement, il était toujours un petit peu plus craintif. On était vraiment dans l'opposé de ce qu'on voit souvent. C'était toujours lui qui me disait « Non, vas-y pas ». Moi, je me mettais toujours en danger. J'allais toujours plus loin. Puis on chicanait à cause de tout ça. Fait que c'est super intéressant, les Intrépides, parce que ça fait vraiment longtemps. Puis tu sais, même le fait d'avoir un gardien homme, nounou homme,
d'origine vietnamienne. Tu sais, je veux dire, parce que nos parents, ma mère était journaliste à l'étranger puis elle était jamais là. Hey, il y a tellement de couches là-dedans, ça me fait capoter quand je pense. Ouais, c'était révolutionnaire. C'est pour ça que ça a marqué autant. Oui. Mais depuis, moi, je te suis depuis longtemps, mais tu as fait plein d'autres choses. Oui. Y compris ce beau livre-là. Ouais. Maman, dis-moi. Ouais. On va en parler aujourd'hui parce que ça met la lumière sur une détresse maternelle et c'est le sujet de notre premier épisode ensemble. Ouais. Mais avant ça, tu as décidé de faire un reportage sur Maman, pourquoi pleures-tu? Oui, mais Maman, pourquoi tu pleures? Maman, pourquoi tu pleures? Puis c'est encore disponible, ce reportage-là. Sur mais Crave. pourquoi tu l'as fait? Alors, cette histoire commence par une anecdote avec une voisine. J'ai rencontré cette femme par l'entremise de mes enfants. On se côtoyait dans la ruelle, au parc, à la garderie. Et nos filles ont exactement le même âge. Comme je dis tout le temps, on est dans la même réalité socio-économique en couple depuis longtemps. On habite sa même rue et on était enceinte en même temps, deuxième enfant aussi. Et elle, après son accouchement, elle a eu un diagnostic de bipolarité et donc elle a été en arrêt de travail, vive beaucoup de détresse à cause de ça. Et moi, de l'autre bord de la rue, j'ai rien. Puis on dirait que cette image-là m'a hantée. Qu'est-ce qui fait qu'un bord de la rue, il se passe ça, puis de l'autre bord, l'autre rue, c'est comme un miroir, tu sais. Puis je trouvais ça tellement puissant, puis je l'ai écrit, puis je l'ai présenté à une productrice, puis après on l'a présenté pour que ce soit le documentaire de Belle Cause en 2022. Puis ça a vraiment résonné parce que la santé mentale, ça nous tombe dessus. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de... c'est le hasard. On parle même d'une loterie. Puis surtout en santé mentale périnatale, je trouve, parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Tu n'as aucune idée. En général... c'est là, j'ai plongé là-dedans parce que moi, je suis une intense, t'es une intense. Pour ça qu'on s'est reconnus. Voyons. Pour ça qu'on s'est reconnus. J'ai plongé là-dedans, j'ai commencé à lire, j'ai commencé à aller à m'introduire. À l'époque, c'était la pandémie, fait que je m'introduisais dans des Zooms avec des infirmières, des psys, des psychiatres. J'ai posé 1000 questions, puis plus je pose de questions, plus je suis passionnée par le sujet. Mais plus je suis aussi, en toute sincérité, fâchée parce qu'on ne s'occupe pas des femmes. On ne s'occupe pas des femmes. Tu le sais? Je le sais. Ben c'est un peu le sujet du canal vaginal. Hein. Le but, c'est d'ouvrir la parole et s'indigner ensemble. Voilà. Parce que c'est en s'indignant que les choses évoluent. Donc, merci de t'indigner. Je vais m'indigner. Soyons en colère. C'est tellement important. Oui. C'est tellement important. Puis cette personne-là, justement, j'ai trouvé ça intéressant de lire son histoire parce qu'elle a vécu des psychoses. Mm-hmm. Je trouve ça important d'en parler parce que jamais j'en avais entendu parler. Et honnêtement, moi, j'ai vécu des détresses psychologiques postnatales et j'aurais aimé ça qu'on en parle avant. Puis j'aurais aimé ça qu'on résume un peu la psychose. Je sais pas si tu es à l'aise de le faire. Absolument. En fait, ma voisine n'a pas vécu de psychose. Ah, c'est pas elle? Non. Mais c'est mêlant. Je le sais parce que je parle de trop de monde. Dans le documentaire, il y a une femme qui témoigne. Ma voisine témoigne pas dans le documentaire. Puis ça aussi, c'est intéressant parce qu'elle a décidé de garder l'anonymat parce que la stigmatisation est encore trop grande. Et je trouvais ça important aussi de le nommer. Elle a écrit une lettre ouverte, d'ailleurs, qui est restée anonyme, qui a été publiée dans Le Soleil, pour nommer ça aussi, à quel point ça a des conséquences à long terme quand on dit qu'on a des problèmes de santé mentale, professionnelle, personnelle. Donc, ça, c'est pour ma voisine qui reste anonyme. La femme dont tu parles, c'est Émilie Choquet. Elle a vécu 2 psychoses à ses 2 grossesses. Et ça non plus, je savais même pas que ça existait. Comme toi. J'ai dit, ben voyons donc, c'est une des problématiques postnatales les plus rares. Il faut quand même le nommer. Mais ça peut quand même arriver. Puis si tu sais pas que ça existe, ben tu capotes encore plus parce que tu n'as aucune idée que ça peut exister. Et elle, ce qui est fascinant dans son histoire, c'est que 2 fois de suite, c'est au même moment.
4 semaines postpartum. Exactement. Pendant 10 jours. Exactement. C'est ça qui est le plus capoté. Fait que c'est vraiment chimique. Dans le débalancement hormonal après l'accouchement et clairement, dans son cas, systématique parce que elle a tout fait à sa deuxième grossesse. Ah oui, suivi psycho, pendant, après. Elle a tout fait masso, acu, tu sais, comme elle s'est fait chouchouter, elle s'est entourée, elle s'est créé un village pour la soutenir. Puis quand même, les molécules y ont rentré dedans. Capoté, hein? Moi, ça me fait capoter parce qu'une de mes grandes croyances, c'est qu'en ayant un postnatal un peu mieux soutenu, on peut s'éviter bien des problèmes, puis je suis convaincue de ça. Mais à un moment donné, il y a aussi l'aspect hormonal qu'on n'a pas de contrôle dessus, puis c'est ce qu'elle a vécu, elle. Oui, puis c'est bien de... Tu sais, moi, je pense que de toute façon, elle s'est fait du bien en faisant ça parce que aussi, des fois, on est un peu dans un vertige de... Tu sais, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu dans mes grossesses, tu sais. On est un peu dans une espèce de perte de pouvoir. C'est un peu comme ça que je le voyais, tu sais. Moi, j'ai eu un diabète de grossesse à ma deuxième grossesse, puis j'avais vraiment l'impression de me faire traiter comme un enfant, de me faire parler comme si j'étais un peu débile. Je trouve qu'on infantilise beaucoup la femme enceinte. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Je trouve ça bizarre. Parce que d'un côté, on l'infantilise souvent pendant le suivi. Puis après ça, on la garde 48 heures à l'hôpital. On la met au chemin parce que maintenant, on retourne à la maison très rapidement, ce qui est une bonne chose. Mais après ça, on est abandonné. Fait que je trouve qu'il manque une espèce de lien entre tout ça pour aider les femmes. Parce que, oui, bon, tu peux avoir la psychose qui est comme, mettons, le plus intense. Tu peux avoir juste de l'anxiété, là. Une énorme anxiété, là. Puis là, la psychose, j'aurais aimé ça parce que on le sait pas c'est quoi une psychose. Non. Tu sais, ça fait film d'horreur, on sait pas comment dans la vraie vie ça se répercute. Puis la personne qui a témoigné dans ton livre, parce que c'est ça, c'est un recueil de plusieurs témoignages. Oui, 25 témoignages, dont toi. Dont moi, c'est le périnée, les amis, hein? Ah, c'est clair. Quel beau témoignage. J'ai tout aimé. Quel beau témoignage. Mais cette fille-là qui nous partage sa psychose, elle voyait plus un peu là, la notion de jour. C'est ça, au niveau du temps. Oui. Elle savait plus quand elle parlait, si elle avait parlé dans sa tête ou à voix haute. Fait qu'elle était comme perdue dans la réalité. Elle était dans un autre monde. Elle savait pas si elle devait se déshabiller ou ça. Tu sais, il y avait comme un espace temporel complètement inexistant. Puis à quelque part, tu sais, ce qui est fucké quand on pense à ça, c'est que... Oh, tu m'as fait ça. Hey, j'ai-tu pas fermé mon cellulaire avant qu'on commence? C'est bien correct. Ça, c'est la vie de maman. Puis là, je vais vouloir le fermer, puis ça marchera pas. J'ai échappé mon cellulaire, puis je vois plus la moitié de mon écran. Ah non, il est comme pété. Eh, mais regarde. Ah, c'est pas des blagues, il est pété pour de vrai. Ah, écoute, là, il est éteint. Pas grave. Je reviens. Je suis... Psychose. Espace temporel, perdu dans le temps. Puis c'est ça, c'est que, tu sais, il y a quelque chose un peu de ça dans les premières semaines avec le bébé, tu sais. Parce que t'es comme, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit. Tu sais, t'allaites, moi j'ai allaité, mais t'allaites où tu nourris à peu près aux 2 heures. Fait que, tu sais, il y a comme quelque chose d'un peu... moi, en tout cas, je me souviens de ce feeling-là. Pas aussi intense qu'elle, mais il y a quelque chose d'un peu psychotronique, en tout cas, sans être psychose, mais quelque chose de bizarre, là, tu sais. Puis je me rappelle que j'étais comme tout le temps sur le décalage horaire, puis j'avais l'impression là, que je me remettais pas, puis j'avais des grosses rages de sucre, là, tu sais, pour passer à travers tout ça, tu sais. J'imagine que ça doit être classique, là, ce que je raconte. Ben c'est ça. Ben, il faut que tu aies de l'énergie. Puis ça, moi, le plus beau cadeau que je me suis fait en postnatal, c'est de pas avoir de cadran nulle part. Ah! Fait qu'au lieu de suivre un temps qui est très culturel, je suivais vraiment un rythme, le rythme de bébé de moi. Fait que c'était beaucoup plus doux. Puis effectivement, tu sais, on a besoin de sucre parce que mine de rien, puis ça, on va en parler le bounce back. Ah, parfait. Fait que ça, on va aller deep into it, là. Parfait. On a besoin d'énergie. Puis dans plusieurs cultures, pour que la femme soit en mesure de se donner à son bébé sans s'y perdre, on va la remplir. Donc, elle va avoir des soins tous les jours, des massages, des chansons, des attentions. Ce qu'on n'a pas dans notre culture à nous, ouais. Fait que c'est assez violent. Ici au Québec, le postnatal, puis aussi en France, by the way, ouais. Là, c'est très occidental comme problématique. Mais quand on s'ouvre aux cultures, puis dans ton livre, tu t'ouvres à d'autres cultures. Oui. Hey, les Autochtones. J'ai tellement trouvé ça intéressant. J'ai fait une entrevue avec Mélissa fascinante sur la communauté.
le fait de partager, en fait, les premières semaines avec le bébé. On n'a pas ça, nous autres. T'sais, on n'est pas là-dedans parce que je sais pas pourquoi, je peux pas te l'expliquer. Est-ce que c'est parce que, moi, c'est ça que je disais, tu sais, ma maman, quand j'ai accouché, ben, elle travaillait encore. Fait que ne serait-ce que cette réalité-là, tu sais, à un moment donné, elle avait sa vie de travailleur. Fait qu'à un moment donné, c'était pas nécessairement évident de gérer tout ça. Puis, je sais pas, on dirait qu'on a l'impression qu'on va envahir peut-être la nouvelle maman. On veut laisser de la distance, on veut laisser... Alors que dans les autres cultures, en tout cas, sincèrement, chez les Autochtones, j'ai vu qu'il y avait vraiment un esprit de communauté, puis même des adoptions qu'on oublie parce que si certaines femmes se sentent un peu dépassées, vivent probablement des problèmes de santé mentale ou pas d'attachement ou plein de choses comme ça. Hey, c'est la tante qui ramasse le bébé puis il n'y en a pas de souci. Puis personne juge ça. Je trouvais ça super beau puis super bienveillant. Hey, on est loin de ça, là. On est tellement loin. Nous autres, on peut même pas le nommer, tu sais. Je veux dire, c'est comme... Ben en fait, je pense qu'on est maladroite parce qu'on n'a pas d'exemple à suivre. Puis je pense que notre génération, on met les mots sur une détresse réelle. Puis c'est ce qu'on fait un peu dans cet épisode-ci aussi, là. On met les mots sur une détresse réelle. Puis c'est à nous de se reconstruire une nouvelle culture qu'on va transmettre à nos enfants. Pour l'avenir, en fait, oui. Pour pas que ça perdure parce que là... Cette détresse-là, cet isolement-là, ça gâche des familles. Mais ça gâche des familles puis ça gâche une expérience, ben, tu sais, que moi, j'aime qualifier de... Tu sais, moi, j'ai de la misère avec l'idéalisation aussi, là, de... Tout est extraordinaire avec un nourrisson. Tout n'est pas extraordinaire, là. On peut le nommer, puis ça veut pas dire qu'on n'aime pas notre enfant, puis ça veut pas dire qu'on n'est pas heureuse de notre choix de maternité. Mais, tu sais, c'est pas vrai que c'est le fun, un bébé qui te crie dans les oreilles, tu sais. Ce serait le fun qu'on puisse le nommer, tu sais. C'est pas vrai qu'on aime ça. On est humaine, même si on est maman, puis on est agressé, puis un bébé qui crie, c'est une alarme, tu sais, je veux dire, c'est une alerte Amber. Une alerte Amber, ça te fait... Ça te réveille à 3 heures, là. Ben, c'est le mammouth, là, tu sais, on est en mode, là, qu'est-ce qui se passe? C'est ça le but, tu sais. Fait que ça, le nommer, je pense que ça peut faire du bien aux femmes. Puis c'est pas vrai que tu rencontres ton bébé puis tout de suite, tu tombes en amour avec cette personne-là puis tu la reconnais puis tout est magique. Puis, tu sais, toutes ces phrases qu'on entend. Fait que là, moi, je me rappellerai toujours, la première fois que j'ai vu la face de ma première fille, la première chose qui m'est arrivée dans ma tête, je me suis dit, mais c'est spécial, c'est bizarre, c'est une drôle, je sais pas qu'est-ce que je vis comme émotion, tu sais. C'est plus un étonnement qu'une, tu sais, il y a quelque chose d'un peu irréel, là, tu sais. Puis c'est pas vrai que je te connais, même si je t'ai porté pendant 9 mois. Je te connais pas encore, je vais te connaître, j'ai hâte de te connaître, mais toutes ces choses-là, je sais pas pourquoi on se raconte cette fable-là. Sais-tu pourquoi, toi? Ben oui, je sais pourquoi, mon Dieu. Ah oui? Puis dans des podcasts, j'ai invité aussi des gens qui ont analysé notre histoire. Le bagage qu'on porte est lourd là, en termes d'incompétence maternelle, Caroline. Incompétence comme femme. Puis ça aussi, c'est prévu qu'on en parle, mine de rien. Moi, je vais faire mon enseignement de professionnel de la santé quand on va parler là, de la hiérarchie de la maternité. Ah, oui, des accouchements. Des accouchements, mais de l'allaitement aussi, j'avais envie. Oui. C'est quelque chose qui t'a touché, puis ça m'a touché. Ah. J'ai vécu quelque chose de similaire à toi, fait que j'ai vraiment envie qu'on plonge là-dedans. Avec plaisir. Mais je veux savoir, Oui. grosse question, es-tu prête? Vas-y, je suis prête. Je suis là pour ça. Tu l'as-tu, toi, le coup de foudre en voyant tes enfants? T'en as eu 2, là. Ouais, le coup de foudre? Ouais. Non. Comme on voit sur les réseaux sociaux. Non. L'amour. Moi, l'enquête bébé, je l'ai vécu rien qu'une fois. Ah oui, mais tu l'as vécu. Je l'ai vécu à mon 3e. Comment tu qualifierais ça? En fait, c'est ça que je me demande. Fait que peut-être que je l'ai vécu, mais je sais pas c'est quoi. Non, on le sait. C'est puissant, c'est indescriptible. C'est malheureux parce qu'à mon 4e, j'avais planifié revivre ça, puis ça s'est pas passé de même. Fait que moi, j'ai vécu un deuil. Il a fallu que je consulte tellement que ça m'avait pris. Tu sais, j'avais tellement l'attente de revivre ces émotions intenses-là. Moi, personnellement, à ma première, ça a été un accouchement vraiment compliqué. Puis elle respirait pas quand elle est née. Il a fallu qu'elle réanime. Puis l'attachement a pris du temps parce que ça a pris du temps de la stabiliser. Puis je me disais d'instinct, Tu te protégeais. attache-toi pas si elle meurt, tu sais. Oui. Fait que quand je me rappelle, je la tenais dans mes mains. Puis j'avais ses 2 fesses dans ma main. Oui. Puis il fallait qu'on la pèse. Puis là, ma sage-femme m'a dit, tu sais, Mélanie, ta fille est sortie d'affaires. Puis là, pour la première fois, j'ai regardé ma fille, puis j'ai senti ses 2 fesses dans ma main. Je me suis dit, hey, ces 2 fesses me rentrent dans la main, puis je l'ai vue.
je l'ai ressenti, j'ai éclaté en sanglots, puis là, d'un coup, l'amour est apparu. À ma deuxième, j'ai pas eu l'amour instantané non plus. Je l'ai eu parce que je trouvais qu'elle ressemblait à ma première, avec qui j'avais travaillé cet amour-là. Ouais. Mais à mon troisième, la façon qu'on met au monde notre enfant, la puissance qu'on ressent, le contrôle qu'on a pendant la naissance a un grand impact sur notre lien d'attachement, puis le déroulement au niveau hormonal de l'ocytocine qui nous fait vivre ce coup de foudre-là. OK? Donc, moi, à mon troisième, je l'ai eu chez moi. J'étais dans le bain, j'avais des contractions. J'ai dit à mon chum, hey, j'étais aux 8 minutes. Ah, j'étais aux 5 minutes. Puis j'allais bien, tu sais. Puis mon chum, il m'a dit, crime, qu'est-ce qu'on fait de ça? Je dis, ben, appelle la sage-femme. Là, la sage-femme, as-tu mal? Mon chum me dit, ben non, elle a pas mal. Je ne prendrai pas de chance, j'arrive. Puis une demi-heure après, je l'avais dans les bras, tu sais. Fait que c'était tellement puissant. J'ai senti les hormones me monter. Je regardais mon chum, c'est comme si j'ai eu un coup de foudre plus grand que quand je tombais amoureuse de lui la première fois. Même chose avec mon bébé. Fait que ça, tu sais, je le souhaite à tout le monde, mais moi, je l'ai juste vécu à cette fois-là. Puis ma quatrième fois, même si j'avais tout le contrôle, la puissance, puis les connaissances pour enfanter dans ma toute-puissance, quand il est né, j'ai ressenti de la pitié. On l'avait eu rough cette fois-là. Fait que c'est ça, je trouve ça bien qu'on en parle. Absolument. De ce coup de foudre-là, parce qu'on peut se sentir mal. Moi, je me suis sentie mal. Ben moi, en fait, c'était comme si, comme je te dis, j'étais plus dans l'étonnement, dans l'étrangeté, dans la découverte, peut-être un peu dépassée aussi, parce que c'est bizarre, tu sais, le premier 48 heures... une des affaires qui m'avait le plus gossé, je te dirais, c'était que j'avais l'impression... Moi, j'aime pas beaucoup ça, me faire dire comment faire les choses. Ça me gosse. Fait que là, c'est comme si je savais rien faire, tu sais. Je me sentais comme incompétente dans toutes les sphères. Puis ça me gosse. Puis ça a fait que ma réaction, puis je le raconte dans le livre, ma réaction, c'est j'ai dit à mon chum, en sortant de l'hôpital, j'ai dit là, je t'avertis, je vais conduire. Parce que c'est la seule chose que je sais que je vais être bonne, puis qu'il n'y a personne qui va me dire quoi faire, puis comment faire. Puis là, il me regardait un peu traumate, là, en voulant dire, c'est un peu intense. Mais j'avais besoin, c'est fucké, là, prendre le volant, là, tu sais, de mon auto, puis diriger mon chum puis ma fille à la maison. C'était comme si... C'est tellement d'informations, là. L'emmaillotage, le ci, le ça, l'allaitement, le bain, le pas de bain. Faut-tu prendre... Écoute, après ça, le banc d'auto, le bébé secoué. Tu sais, moi, j'étais à l'hôpital, là, fait que là, c'est comme un 48 heures de formation intensive où tout le monde te parle sans cesse. Puis c'était plus ça, mon feeling, tu comprends? C'était, tu sais, j'ai l'impression que quand je suis arrivée à la maison, j'ai rencontré ma fille, finalement, tu sais, dans mon environnement, dans mon odeur, dans mon silence aussi. C'est bruyant, l'hôpital, tu sais, c'est pas reposant. Ah oui, les prises de sang sans cesse au bébé, à moi, le test de surdité. Écoute, ça n'a pas de bon sens. Il y a toujours quelqu'un, le pédiatre qui vient une fois, une deuxième fois. Toi, tu te fais checker. Écoute, c'est capoté, là. C'est pas reposant, là. Ça, je pense qu'il faut le nommer, là. Moi, je pense qu'il faut le nommer. Ouais. On vit pas tout à fait la même chose avec les sages-femmes parce qu'après la naissance, tu peux partir quand tu veux, même 3 heures après. Ouais. Puis c'est elles qui viennent chez toi, mais c'est celle que tu connais, qui est déjà venue chez toi. Fait que ça fait partie un peu de l'intimité puis d'une espèce de cocon qu'on vient se créer. Puis dépendamment des milieux, il y a certains endroits qui vont respecter davantage ça. Moi, j'ai eu un enfant en hôpital. Ma deuxième, c'est à l'hôpital que je l'ai eu. Ma première en maison de naissance, puis les autres aussi en maison de naissance, mais ma deuxième à l'hôpital. Puis ça a été un traumatisme pour moi et mon conjoint qui dormait à terre. Oui, mon chum aussi. On n'était même pas sûr d'avoir de matelas. Puis moi, j'étais incapable de m'imaginer sans lui. Il a fallu que je paye pour avoir une chambre isolée parce que sinon, on pouvait se ramasser jusqu'à 4 dans la même chambre. Fait que déjà là, j'étais un peu choquée. Puis on venait me voir à toutes les 4 heures. Puis moi, un de mes grands enjeux postnatals, c'est mon anxiété. Ça m'empêche de dormir. Okay. Fait que c'est vraiment pénible. Puis quand je réussis à m'endormir, mais ça se pourrait que je m'en rendorme pas avant 20 heures, tu sais, c'est vraiment pénible à ce point-là, là, c'est compliqué. Et il venait me réveiller aux 4 heures pour que j'allaite. J'étais comme,
hey, je vais-tu l'allaiter quand ça me tente? Tu sais, c'est quoi ce contrôle-là? Puis ça, l'infantilisation, aussi le sentiment de ne pas être compétente, mais c'est de génération en génération qu'on s'est fait désapproprier un peu ce moment-là d'enfantement. Et dans mes épisodes précédents avec mon invité, juste avant toi, on a fait le tournage jeudi, fait que c'est super frais dans ma tête, mais on parle des traumatismes de nos grands-mères lors de l'accouchement. Puis pourquoi qu'aujourd'hui, ça a encore des répercussions. Fait que c'est super intéressant, mais la maternité, qui était une possession des femmes, finalement, là, je tombe à l'école, hein. T'es-tu prête? Hey, mais moi, je suis passionnée, là. Fait que Pas le choix, il faut faire de l'enseignement. Mais non, mais je trouve ça tellement intéressant. Plus on va en parler, plus on va comprendre. C'est ça, la base, tu sais. Bien, c'est en sachant notre histoire qu'on comprend ce Ben qu'on oui. vit, puis qu'on peut faire des choix pour plus tard. Tu sais, nos petites filles, souvent dans le livre, on le voyait. Tu sais, je veux pas que mes filles vivent tout ça. Non. J'aimerais ça que ça se passe mieux pour eux Ben autres. oui. Puis c'est en s'instruisant sur le pourquoi, selon moi, qu'on réussit ça. Fait que l'enfantement qui était une affaire de femmes, bien, à un moment donné, les hommes se sont dit, les femmes sont pas capables de mettre au monde, de porter leur enfant sans l'intervention d'un homme. Fait qu'on est devenu vraiment des accessoires secondaires pendant la grossesse et l'enfantement, même au niveau de l'allaitement. De ça, on va en reparler là, dans cet épisode-là. Et puis là, présentement, on est en train de se réapproprier ça, mais il y a quand même des biais inconscients chez les professionnels de la santé où est-ce qu'il y a la notion de danger. On doit tout le temps protéger d'un danger qui pourrait arriver, mais qui souvent n'arrivera pas. Et on va prendre des décisions finalement là, par rapport au suivi de nos clientes. On va leur imposer des interventions sans qu'elles aient finalement de consentement éclairé parce qu'on croit que c'est la bonne chose pour elles. Fait qu'on on les enlève finalement de ce pouvoir-là. Puis mon invité, juste avant, justement, nous disait, tu sais, il faut honorer l'intelligence des femmes. Mais c'est drôle, par exemple, en toute transparence, moi, j'ai pas senti ça. T'as pas senti ça? À l'hôpital, j'ai senti même une grande volonté d'aller au bout de... Parce que moi, ça s'est terminé en césarienne, mais c'était pas un projet de césarienne. Après que j'ai crevé mes os, dans le sens où que je contractais, mais je dilatais pas. Tu sais, c'est ça, en gros, mon histoire, là, si je peux dire. Mais ils ont vraiment été au bout du temps qu'on peut laisser, là, tu comprends? Là, j'ai pas senti que j'étais pressée. J'ai senti une grande volonté puis beaucoup d'écoute. Ça, moi, je te dirais qu'on dirait que c'est plus après que j'ai senti les... Tu sais, puis je suis vraiment pas en train de bitcher personne parce que c'est pas mon but, là. Tout le monde est dans un contexte, là, mais j'ai senti que c'était plus les infirmières qui était en mode formation, mais peut-être aussi que parce que j'avais 12 points d'interrogation dans les yeux, je ne sais pas, tu sais, j'avais une partie de moi où j'étais comme un peu chevreuil sur la veille, là, tu sais, je dis, je pense que j'avais jamais changé de couche, là, en toute transparence, là, tu sais. Hey, moi, là, ça, c'est quand parce qu'effectivement, tu sais, on se fait former sur tout. J'ai pas changé la couche de ma fille pendant 2 jours quand elle est née. On dirait que j'avais jamais catché, fallait que je check là. Oh my God. T'imagines-tu comment que j'étais... ailleurs, perdu dans mon dans mon espace intemporel. Mais mettons que tu voudrais donner un conseil ou toi plutôt, on ramène ça à toi. Oui. Qu'est-ce que tu aurais aimé qui se passe après ton premier bébé? En fait, ce que j'aurais beaucoup aimé, c'est que quand t'as une césarienne, puis là, je sais pas si je suis toute en train de fucker ton horaire. OK. Pas rien partout. OK. Quand tu as une césarienne, il se passe beaucoup de choses après dans le corps de la femme. Puis personne ne m'avait dit qu'est-ce que j'allais vivre, tu sais. J'ai vécu beaucoup de tremblements pendant longtemps. J'avais très, très froid. Je me sentais pas dans mon corps. Puis en même temps, je sens une grande volonté de la part de l'hôpital. Tu sais, ils veulent vraiment qu'on soit tout de suite en mode peau à peau. Mais on dirait que j'étais comme dépassée aussi par le bébé dans mes bras. Mais en même temps, j'étais contente. Fait qu'on dirait que c'est comme... Je sais pas qu'est-ce qui aurait été mieux, tu sais. C'est les extrêmes d'émotions, dans le fond. Ouais. C'est, selon moi, la première fois qu'on vit autant d'extrêmes en même temps. Ouais. Puis, tu sais, j'étais comme... tu sais, ça faisait 2 nuits que je dormais pas parce que j'ai crevé mes os. J'étais allée à l'hôpital le lendemain, puis ma césarienne a été le surlendemain, là. Fait que... Puis, pas manger,
c'est tout ça aussi, tu sais, c'est beaucoup d'éléments parce que il y avait toujours un peu dans l'angle mort la possibilité de la césarienne, fait que j'avais pas soupé. Fait qu'on dirait que c'était comme... c'était trop gros, là, tu sais, tout en même temps. Mais j'aurais aimé ça, mettons, dans mes cours prénataux, qu'on me parle de ça. J'ai des témoignages de femmes, qu'on me raconte tout ce que ça peut être. Tu sais, j'ai vraiment shaké longtemps de la tête aux pieds comme en détox, là. Tu sais, je le raconte dans mon livre parce que personne te prépare à ça, là, tu sais. Puis je sais que c'est pas tout le monde qui vont vivre ça, mais moi, c'était vraiment intense. Puis j'avais peur d'échapper mon bébé qui était minuscule, tu sais. Fait que ça, puis l'autre élément qui m'a gossé, si je peux dire, ou que j'aurais aimé ça, avoir un petit peu plus de pouvoir, j'ai un ami qui l'a fait à sa 3e fille, c'est de mettre une pancarte sur la porte « Maman dort ». Oh, wow! Hey, c'est ben trop simple et évident. Maman dort. Donc, c'est intelligent. Ouais. C'est intelligent. Fait que, parce que je me suis fait réveiller sans cesse. Puis il rentre, il ouvre la lumière, tu sais, c'est comme hyper agressant. Puis c'est pas tout le monde comme ça, là, je veux dire. Mais tu vois, moi, cette infirmière-là, dans le temps que j'étais allée à l'hôpital, qui rentrait la lumière ouverte, je me suis fâchée. Je suis pas la meilleure pour être calme nécessairement, surtout dans cet état-là, en ayant vécu complètement l'opposé. Parce que les sages-femmes, ils viennent pas tant que tu vas pas les voir. Tu sais, c'est complètement l'inverse. Ouais. C'est comme toi qui as le pouvoir, puis ils sont là pour t'aider aux besoins. Qui demandent, c'est ça. En fait, tu sais à quoi ils servent, qu'est-ce qu'ils savent, puis qu'est-ce qu'ils peuvent t'apporter. Puis c'est toi qui vas chercher ce dont tu as besoin parce qu'il faut être prête à l'accueillir aussi. Tu peux pas tout d'un coup savoir comment faire. Là. Fait que c'est impossible. Fait que c'est ça, moi, cette infirmière-là qui rentrait en ouvrant les lumières, dans mon contexte d'anxiété, j'ai pas voulu qu'elle revienne, tu sais. Puis l'autre d'après, qui a pris le relais parce que moi, je chialais trop, bien, elle rentrait comme une souris. Mais tu sais, j'ai tellement apprécié ça. Oui. J'ai tellement apprécié. Puis il y a d'autres personnes qu'eux autres, justement, dans la nouveauté puis le trop-plein, ils ont besoin qu'on les prenne en charge, justement, puis qu'ils ont besoin qu'on contrôle. En fait, ça serait d'avoir une discussion. Oui. Je pense que ce serait... C'est comment, toi? À quoi tu t'attends? On parle juste du plan de naissance, mais tu sais, on s'entend qu'au-delà du plan, pas de naissance, mais d'accouchement, on parle beaucoup de ça, je trouve, alors qu'il y a beaucoup d'inconnus. Mais qui es-tu comme personne, comme personnalité? À quoi tu t'attends? Quels sont tes besoins? Tu sais, moi, l'histoire de la couche, là, c'est niaiseux, là, mais moi, mon chum, on n'avait jamais changé de couche. Fait que quand l'infirmière est arrivée, puis, l'autre affaire aussi, conne, je savais pas. Genre, ils donnent plus de couches à l'hôpital. Fait que là, on n'avait pas de couches. Fait que mon chum est parti. Mon gars, elle a acheté des couches en panique, là. Là, j'étais là, il n'y a pas de couches. Non, on donne plus de couches. OK. Je savais pas qu'il fallait que j'arrive avec mon paquet de couches. La deuxième fois, je suis arrivée avec ma boîte de couches. C'est plein de gogos de même. Puis là, c'est ça, là, j'ai fait, mais là, je sais pas trop comment pouvez-vous me montrer. Mais tu sais, une autre fille, ça l'aurait gossé, tu sais. Moi, j'ai demandé, puis elle me l'a montré, tu sais. Fait que je pense que c'est le dialogue qui manque, peut-être. Puis le fait qu'on est tous différents, puis qu'on a tous des besoins différents. Moi, j'avais vraiment besoin de me reposer, puis j'ai pas senti que je pouvais me reposer. Ça je l'ai pas senti. T'sais, je me suis reposée rendue chez nous. Là. J'ai atterri, comme on dit. J'ai atterri chez nous. Puis ça, c'est quelque chose, c'est quand on lit sur les naissances, la réappropriation du monde des naissances, justement, le petit cocon d'après, qui détermine le lien d'attachement, même jusqu'à 1 an plus tard. Donc, ça a un impact là, très loin, scientifiquement prouvé. J'en doute pas. Ce petit temps d'atterrissage-là, où est-ce que ça devrait être doux, renfermé, puis dans certaines cultures, justement, la maman, le papa, le bébé s'enferment dans la maison, ferme les volets, puis le papa apprend à s'occuper de la maman pour qu'elle puisse s'occuper du bébé. Puis quand ils sont prêts, ben là, ils ouvrent les volets et là, ils vont renaître dans la communauté. C'est beau. C'est de toute beauté, mais c'est toutes des choses qu'on ne sait pas parce que ce que nous, on nous demande finalement, c'est de mettre au monde notre enfant puis de faire comme si c'était rien passé. Ah, mais ça. D'aller au Costco, tu sais, 3 jours après, de recommencer à sauter 1 semaine après pour vos Pyrénées, faites pas ça, s'il vous plaît. Mais de sauter... Le maudit banc de bébé aussi. La coquille. Bébé, c'est le démon. Ça, de moi, dans mes cours, le démon. C'est le démon. C'est pas fait pour que ça marche. Moi, dans mes cours de physio du Pyrénées, on le recommandait pas, fait que je me suis jamais acheté de coquille. Fait que moi, je mettais mes bébés,
puis je les ressortais du banc. Ben, Fait que je me protégeais. Ben tu sais. oui. La coquille, c'est grave, là. Ça blesse. Terrible. Puis moi, je dis... Pas césarienne en plus. Moi, des fois, je vois des mamans là, avec ça d'un bord, puis le sac à couche de l'autre bord, puis je me retiens, là, mais j'ai juste envie de dire, hey, non, faut pas que tu fasses ça. Faut pas, là. Tu vas tellement te détruire le dos, le périnée, puis aussi même, tu sais, moi, j'ai eu des problèmes de diastase. Oui, fait que ça, là, aussi, là, avec la coquille sur le bras, là, puis en allant au Costco, là, cette image-là, on le fait toutes parce qu'on a l'impression que c'est ça, tu sais. C'est ça, être une bonne personne. C'est ça, être une bonne mère. Oui. C'est de la pression en titi, être une bonne mère. Mais-en. Hey, là, dans ton livre, oui. J'ai noté... Je t'écoute. Des petites pages que j'avais envie de lire. Oh mon Dieu, hey, je suis en train de pas aller dans le bon sens. Ben oui, c'est pour ça que je te dis, j'ai tout fucké. Ben non, mais je suis vraiment contente. Je suis vraiment... Fuck-moi comme tu veux. Fuck-moi comme tu veux. On a parlé des autres cultures. C'est vraiment génial. Là, tantôt, j'aimerais ça qu'on parle de la pression d'en faire des enfants parce que t'étais complète sans. Mais continuons dans le bordel de la santé mentale. Oui. Puis on y retourne. Mais on est deux là-dessus. Je prends pas mon concerto. Faut que tu m'aides. C'est bon? Merci. Fait que t'as eu en entrevue Dr. Truong V. Nguyen, qui est psychiatre. Oui. Elle disait que 28% des femmes étaient en dépression enceinte. Puis ça, on va se faire un épisode de grossesse, le bordel là-dedans, OK? Puis que, dans le fond, si on prenait la peine de diagnostiquer les dépressions... Là, je vais peut-être regarder la caméra. Vas-y. Si on prenait la peine de diagnostiquer, selon le psychiatre, les dépressions avant la naissance, on éviterait beaucoup de détresse en postnatal. Absolument. Moi, c'est le message que j'avais envie de passer. Mais c'est un message tellement important parce que c'est sous-estimé. En fait, les femmes, en général, on parle juste du postpartum, tu sais, de après accouchement. C'est comme la phrase choc. Les femmes, en général, sont déjà en dépression pendant leur grossesse. Celles qui vont se retrouver à avoir une dépression postpartum. Fait qu'imagine mais ça, c'est dans mon monde merveilleux. Ah, parle-moi-en. Si on est déjà en train de nommer ça comme on nomme le diabète de grossesse, comme possibilité. Si on a accès à un suivi avec possiblement le spécialiste qui t'aide, si c'est toi, ton coach de vie, si c'est un psychologue, si c'est un psychiatre, si c'est whatever who, quelqu'un qui va t'alléger. Peut-être, je sais que c'est un gros tabou, prendre des antidépresseurs enceintes pour calmer l'escalade. Un immense tabou, mais ça aussi, il faut le nommer. Puis après ça, on est en mode, les drapeaux sont levés. OK? Cette maman, il se passe quelque chose. Donc, on va installer un coussin d'atterrissage parce que l'accouchement va avoir des conséquences sur sa santé mentale qui est déjà en train de s'étioler, si je peux dire, où il y a des choses qui se sont installées pour X, Y, Z raisons, parce qu'on sait que c'est multifactoriel, environnemental, peut-être culturel, la génétique, un historique en santé mentale. Tu sais, toutes ces choses-là. On n'a pas ça, ces discussions-là. Toi, là, as-tu eu des dépressions dans ta vie? Jamais aucun médecin qui m'a parlé de ça, moi. Non, mais tu sais... Je peux-tu te dire quelque chose de choquant? Moi, j'ai une de mes clientes cette semaine qui est en détresse présentement dans sa grossesse et c'est un deuxième enfant. Elle a parlé à son médecin et la réponse qu'elle a eue, c'est « T'avais juste à y penser avant de faire un autre enfant. » Puis je me rappelle, enceinte de ma première, moi qui est hyper active, qui a de l'énergie à revendre, il faut que je me prenne des pilules pour me calmer cette énergie-là. J'ai jamais pris de café parce que j'ai bien trop peur de ce que ça donnerait. Je me reconnaissais plus enceinte de ma première. J'ai fait une dépression que je diagnostique maintenant, mais à l'époque, j'étais en détresse réelle. Puis quand j'en avais parlé, on m'avait dit, ben habitue-toi, les mères, c'est fatigué. Alors que c'est pas de ça qu'on parle. On parle pas de fatigue. Ben j'étais complètement épuisée. Oui, mais on parle de santé mentale, c'est ça. J'étais en dépression. C'est pas, tu sais, la fatigue, c'est une chose, fine, là. Tu sais, oui, une mère, c'est fatiguée, tu sais, ces clichés-là qu'on perpétue. Mais est-ce que la fatigue t'amène une détresse? Voilà. C'est ça la question à poser. Puis comment, tu sais, dans les autres discussions, dans le dialogue, dans les conversations que je sais qui n'existent pas, mais qu'il faudra avoir, t'es qui, toi, par rapport à la fatigue?
sur une échelle de 0 à 10, tu sais, est-ce que tu es fonctionnel? Est-ce que tu es dysfonctionnel? Qu'est-ce qui va faire que tu vas passer à travers cette épreuve que je sais que les gens n'aiment pas ça quand je parle de ça, mais parce que ça fâche les gens. Mais tu sais, on peut-tu voir un petit peu la naissance comme un genre d'accident de char, là? Un traumatisme. Un traumatisme X, Y, Z qui aura des conséquences et qu'il faudrait qu'on allège les femmes plutôt que les abandonner. Puis les abandonner. Tu sais, je veux dire, tu as un accident de voiture, là. Les gens vont être autour de toi, ta communauté va venir te porter de la bouffe, tout le monde va t'aider, tu vas être... Mais pourquoi on fait pas la même chose autour des mamans? Parce que c'est ça, la réalité, puis c'est ça qu'il faut mettre de l'avant, là. Puis peut-être que ce sera un petit accident de voiture qui va te donner juste des papillons dans le ventre, puis que ça sera pas nécessairement majeur, parce que qui tu vas être, ça, c'est l'autre élément. La femme que t'es, là... Elle n'existera plus. Elle n'existera plus. Puis quelle maman tu seras, tu n'as aucune idée jusqu'à ce que tu aies un bébé dans tes bras. Parce que même enceinte, tu le sais pas c'est quoi. Tu n'as aucune idée. Tu as des traits de personnalité. T'sais, moi, je suis une personne un peu chaotique. J'avais pas fait ma valise avant de crever mes os. Je suis faite de même. Mais je peux pas être quelqu'un d'autre que ça, tu sais, je veux dire. Il y a des femmes qui vont avoir fait leur valise 3 semaines avant d'accoucher puis qui est dans l'entrée puis que tout est organisé. Mais ça, c'est correct. On est qui on est puis je respecte ça. Ce qui fait que ma valise était à l'image de mon chaos. J'avais pas de pantalon. Je pense que j'avais une bobette puis j'avais 78 pyjamas pour mon bébé que j'ai jamais mis un pyjama à mon bébé parce qu'il a été tout nu tout le long. Est-ce que tu me ferais... C'est comme un copier-coller de moi. J'ai l'impression que tu parles à ma place. En tout cas, copier-coller. J'aurais pu dire la même affaire. Et moi, je suis arrivée à la maison de naissance, j'avais ma doudou, mon oreiller, parce que je suis hyper difficile en texture de tissu, là. Mais j'avais aucun vêtement. Non. Je m'étais apporté mes anciens jeans. Je me suis dit, moi, j'accouche, je porte mes jeans d'avant. Genre, ça aurait été mon genre. Hey, je rentre pas encore dedans de nos jours. Ben non, puis on s'en fout, puis ça fait partie des choses qu'on va parler aussi. Mais j'ai envie de partager de quoi. Je peux-tu? Je t'écoute. C'est un échange, c'est canal vaginal quand même. Ben oui. Là. Parlons. Moi, à mon 4e, là, j'ai eu le village. Bon. J'ai accouché, j'ai demandé rien à personne, puis à tous les jours, la communauté s'est relayée, puis on m'a amené un souper fait à la maison. D'amour, là, tu sais, vraiment, là, avec leur culture à eux, parce qu'on avait plusieurs cultures dans ma région. Ça, c'est hot. Fait qu'à tous les jours, pendant quasiment 2 semaines, on cognait à la porte en douceur, on disait « Hey, je t'ai laissé ton repas », puis ils partaient, tu sais. Oui. Ils rentraient pas pour prendre mon bébé, pour faire le... Fait que, tu sais, ça, moi, c'était l'aide que j'avais besoin sans jamais le savoir, parce que l'effet que ça a eu sur moi d'avoir des repas comme ça, ça me dit « Est-ce que tu viens de vivre, c'est gros et c'est considérable, et dans la communauté, c'est valide. » Oui, mais ça, c'est l'affaire la plus importante. Moi, j'avais demandé à ma gang de vieux, comme je les appelle, là, les grands-parents, j'avais dit, je veux rien. Je veux pas de pyjama, je veux de la bouffe congelée, puis je veux pas avoir à gérer ça. Puis ça, là, je pense que c'est le cadeau le plus important à avoir, parce que c'est comme l'affaire de trop, là, de se demander, 1, qu'est-ce que tu vas manger, puis 2, de cuisiner, là. En tout cas, moi, j'ai pas cuisiné... Hey, je pense que ma première pendant carotte... au moins un mois, je pense, tu sais. Je te bats. Première carotte que j'ai épluchée jusqu'à la fin, parce que j'ai souvent parti une épluchage de carottes que je terminais pas, là. Ma fille avait 10 mois la première. C'est un moment marquant dans ma vie. C'était, hey, je viens d'éplucher une carotte au complet. Elle avait 10 mois. Je savais même pas quand prendre ma douche. J'avais de la misère à aller faire pipi. Tu sais, c'était comme vraiment intense. Fait que personne m'avait nourri dans ce temps-là. Fait que en tout cas, parlons-en, nourrissons. Nourrissons. Puis l'autre élément que j'aime que tu dis de pas de venir porter des choses, mais de pas rester. À part si la personne te le demande ou a le désir ou a besoin. J'ai besoin d'aller prendre une douche, je prends mon bébé. Puis arrête. L'autre affaire qui me gosse, moi, je comprends là, qu'on capote tous ces bébés. Là. Mais, ça fait de quoi en dedans quand on en voit un? Mais moi, lâcher les bébés. Ah oui? Tu veux qu'on lâche les bébés? Non, mais en voulant dire, pas les lâcher, en voulant dire, c'est que toute l'attention est sur le bébé. Oui, je comprends où tu veux. La maman disparaît. La maman existe. Elle n'existe plus. C'est très, très, très difficile de trouver ta place là-dedans.
Puis moi, ça fait que, ben là, moi, je suis un peu extrême, là. Fait que là, moi, je regarde plus de bébés. Dans la rue, là, je vois une poussette, je regarde plus bébé, je regarde des mamans, je fais des sourires, je dis ça va bien, puis je regarde plus aucun bébé. C'est comme si c'était rendu mes ennemis. Je veux plus qu'ils existent. Non, mais Oh mon Dieu! tu comprends? J'adore, ouais. Je trouve qu'on est tout le temps ces bébés. Oh, je suis la pire. Silence. Je suis la pire. Puis tu sais, Puis t'as la maman en arrière. Puis je t'entends. Avec la poussette. Mais oui, comment tu vas, mais vraiment? Comment tu vas, mais vraiment? Vraiment. Puis tu sais, ça fait peur, hein? Parce que des fois, ça va pas. Puis on n'est pas outillés à réagir à ça. Comment on gère On veut ça? arrêter ça. On veut pas. On veut pas aller là, là. Parce que comment tu vas avec un regard soutenu peut amener... je vais pas bien, peut amener quelqu'un qui éclate en sanglots, peut amener quelqu'un qui va éclater de rire. On le sait pas. Il y a toutes des émotions contradictoires que les mamans vivent. Puis ça aussi, personne le dit. Personne le nomme, cette affaire-là. Grand secret, là. Alors qu'on n'a aucune idée qu'est-ce qu'on va être. Moi, là, je n'ai jamais ri autant que la première année de vie, mais des fous rires à en pleurer, mais un peu folle, là, dans le sens où... Tu ris de quoi, tu sais pas, mais faut que ça sorte d'une façon. C'est de la soupape, là, des éclats de rire, là, puis des affaires impossibles, là, tu sais. Bien, ça, c'était moi. Il y en a d'autres, elles vont pleurer. Il y en a d'autres, elles vont être dans la colère. Il y en a d'autres... C'est toutes des émotions valides, mais des émotions un peu trop intenses, tu sais, mettons. Mais on n'a pas appris à gérer ça. Tu sais, nous, on a été élevés qu'il ne faut pas déranger. Puis ça, j'ai fait avec Sarah Hamel, je sais pas si tu l'as écouté, un épisode sur valider les émotions désagréables. C'est tellement important. Leur importance, le positivisme toxique. Puis je pense que ça vaut la peine d'aller l'écouter parce que ça l'outille à réagir. Ouais. De la bonne façon, quand quelqu'un vient nous partager quelque chose au lieu d'être en mode solution qui peut être hyper agressant. Fait que d'être dans l'accueil plutôt puis de voir le besoin réel. Ah oui, mais ça. Ouvrons-nous à ça aussi. Mode solution, là. Oui, c'est gossant. C'est gossant. Puis le pire, c'est qu'on est toutes de même. Je sais, je suis la première. Ben oui, tu vas pas. Ben, OK, ben t'as-tu pensé à ça? Ouais. Ben, oui, je suis conne, j'ai pas pensé à rien. Tu sais, on est toutes de même. Il faut faire attention. Il faut faire attention parce que c'est infantilisant. Oui. C'est ça que ça amène. Oui. Puis des fois, on a juste besoin de ventiler. Oui. Peu importe. Puis on a le droit de dire, j'en vois pas de solution pour le moment, puis c'est pas grave, là, tu sais. Puis ça veut pas dire que c'est... à part si c'est des affaires extrêmes, puis que là... On s'entend, il faut appeler le CLSC, là. Mais, tu sais, sinon, là, s'il n'y a pas de danger réel, là, juste l'écoute, là, ça, c'est un beau travail, un bel exercice. Mais parlant d'exercice, j'ai envie qu'on en fasse un ensemble. Go, c'est quoi? Ben dans ton livre, Oui. tu mets une échelle de détresse psychologique. Oui, l'échelle des Dimbourg. Écoute, merci de leur dire parce que tu me l'as dit 3 fois avant qu'on ouvre les ondes, puis j'avais encore oublié. C'est correct. J'aimerais ça qu'on le fasse ensemble puis Avec qu'on se plaisir. remette dans notre peau enceinte de notre bébé 1. Avec plaisir. OK, c'est à quelle page, ça? 118. Ça, je l'ai mis dedans parce que je me disais, mettons qu'on a un contact avec ça avant. Tu comprends? C'était ça mon idée. Tu sais, comme là, on va faire l'exercice ensemble, tu sais. C'est parce que c'est comme des phrases qu'on n'a jamais... c'est des questions qu'on se pose jamais pendant la grossesse, tu comprends? Puis je trouvais ça super important. Puis c'est ça qui fait qu'on on flague une maman à Sainte-Justine. Je sais qu'ils le font en ce moment. Je sais que certaines sages-femmes l'utilisent. Je sais que c'est pas encore partout, mais je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant avec ça. C'est imparfait. C'est pas un diagnostic. Je suis toujours en train de le ramener. Je l'ai écrit 3 fois dans le livre. Avant, après, en arrière, en avant. On peut pas s'auto-diagnostiquer. Non, mais tu sais... Mais en fait, moi, j'aurais aimé ça, lire ça avant d'accoucher. C'est ce que je me disais. Parce que je savais pas c'était quoi une détresse psychologique. Parce que moi, j'ai déjà fini une compétition de gymnastique avec une fracture au dos, là. Ah oui, c'est ça. Fait que dans les toughs, j'en suis dans les records mondiaux, là. Voilà. Puis là, je tombe enceinte, je me reconnais plus. Fait que si on m'avait dit, hey, pose-toi ces questions-là, j'aurais peut-être été moins en détresse. Fait que t'es-tu prêt? Cool, ben oui. Bébé 1, toi, c'était Victoria, la oui, première? Victoria. Victoria. 12 ans, il y a 12 ans. Puis, comme moi, Alicine, voilà 12 ans, retour dans le temps. Aujourd'hui, je me suis sentie heureuse. Tout le temps? La plupart du temps? Pas souvent? Ou pas du tout? La plupart du temps. La plupart du temps? Oui. Moi, c'était pas souvent. OK. C'était pas souvent. Mais aussi, tu sais, pas que je vais vouloir tout expliquer, mais moi, c'était un contexte, tu sais. J'avais perdu un bébé avant. Ouais. J'ai eu un début de grossesse pas le fun, des saignements
l'anxiété. La peur de le reperdre. La peur de reperdre. Fait que c'était particulier. Et tous les vendredis, j'avais un rendez-vous à Sainte-Justine pour écouter le cœur de mon enfant, pour voir si mon enfant était là encore. Oh mon Dieu. Fait que c'est très particulier. Fait qu'il y avait c'est pour ça qu'il s'appelle Victoria, parce que c'est une victoire. C'est la victoire de mon chum puis moi. C'est comme ça qu'on l'a nommé. C'était l'image qui nous est venue, qui était très forte, tu sais. Puis, fait qu'il y avait quelque chose de j'étais super comme incroyable. On est passé au travers, mais mettons, le premier trimestre, c'était pas super, tu sais, parce que c'était inquiétant. J'étais inquiète. Puis moi, dans les émissions, je sais pas si tu avais écouté ça, Quand passe la cigogne. Ben, je l'ai écouté un peu, mais pas toutes, là, parce que j'avais trop des amis qui ont fait des fixations là-dessus. Ben moi, j'étais une amie fixation là-dessus. Je les ai toutes écoutées, encore une fois, comme les intrépides. Je pourrais te dire le texte par cœur de chaque épisode. Et il y avait une fois une fille qui avait dit, tu sais, il faut arrêter avec la grossesse, on n'est pas malade, c'est pas une maladie. Puis moi, enceinte, je vomis en hostie. J'ai-tu dit hostie? Oui, t'étais malade, t'étais très malade. Merci. Mais plus, tu sais, c'est hostie le mot. Là. C'est oui. vraiment, t'étais malade à ce point-là. Je vomissais beaucoup. C'était hyper invalidant. Les médicaments pour m'empêcher de vomir me rendaient épuisée. Tu sais, c'était comme un contexte. C'est une gastro éternelle. Arc. J'étais en gastro, moi, 16 semaines. Il y en a, c'est 40, là, tu sais. J'étais en gastro 16 semaines. C'est de la maladie, là. Oui. Puis on nous demande de rester productif, de rester concentré, de travailler. Le plus beau cadeau que je me suis fait, moi, c'est d'arrêter de travailler à 20 semaines. Ben oui. Puis même à ça, la première, j'ai pas pu parce que j'étais pas mon propre employeur, là, mais j'ai travaillé plus longtemps. Mais ça a été un cadeau de pouvoir justement faire une sieste avant de vomir. Je vomissais plus après, tu sais. Bref, on continue. continuons. Je mettais. Ben non, tais-toi pas, t'es là pour parler. Libère-toi, parle. J'ai pu rire et prendre les choses du bon côté aussi souvent que d'habitude. Pas tout à fait autant. Beaucoup moins souvent ces jours-ci ou absolument pas. Ah oui, aussi souvent. Puis je pense que c'est ma plus grande force. Quand je dis que j'ai beaucoup rigolé, c'est ma soupape. Je suis beaucoup dans l'humour. Puis mon chum aussi. Fait que c'est notre plus grand liant. Fait que même dans les doutes, l'insécurité, on était dans le positivisme. Vraiment. Moi, non. Ben, c'est bien correct. Puis moi, je fais de l'humour sur scène à parler de vulve. Ben, j'ai pas ri pantoute. Ben, moi, enceinte, là, je pourrais tuer quelqu'un. Et ça, là, je deviens agressive. J'ai même fait des mauvais doigts en voilà. J'étais prête à sortir de l'auto pour me battre, puis c'est pas moi. T'sais. Moi, je conduis, quelqu'un me coupe. Je suis comme, oh, il doit être pressé à l'hôpital. Il y a pauvre lui. Pauvre lui. Je suis comme dans l'over-empathie. Aidez-moi quelqu'un. Mais enceinte, là, je serais sortie, je t'aurais battu. Fait que moi, le rire, il était pas de là. Fait que, tu sais, ça faisait partie de je me reconnais plus. Mais je suis pas moi. Je suis qui? Qu'est-ce qui m'arrive? Je vais être de même pour toujours. C'est-tu mon nouveau moi? Hey, t'imagines-tu si je restais de même? On sait pas. À l'aide? On sait pas. On sait pas. Je me suis sentie confiante et joyeuse en pensant à l'avenir, autant que d'habitude. Plutôt moins que d'habitude. Beaucoup moins que d'habitude ou pratiquement pas. Ben, tu sais, c'est sûr que... Comme j'étais dans un contexte d'insécurité de garder mon enfant, je serais vraiment pas honnête de dire, tu sais, que j'étais si confiante. J'étais plus dans qu'est-ce qui va arriver, tu sais. J'étais vraiment beaucoup là-dedans. Fait qu'il y avait... J'étais dans beaucoup de questions, tu sais. J'étais pas tant négative, mais j'étais plus... Hey, je vais-tu passer 9 mois sur mon sofa à regarder des maisons rénovées à HGTV. Oh mon Dieu, hey, moi, j'ai mis à jour tellement de saisons sur la TV enceinte, mais moi, encore une fois, je ne pourrais pas dire que j'étais confiante en l'avenir parce que ma grosse crainte, c'était rester de même. Ben oui, parce je me reconnaissais parce plus. que tu savais pas t'étais qui. Je savais plus j'étais qui. Fait que là, tu disais, je vais tuer cet humain-là. Ouais. Tu sais, ça faisait comme ressortir des choses qui ne sont pas toi. Mais quand j'ai accouché, là, je veux juste pour les filles qui nous écoutent puis se disent aïe, aïe, tu sais, je veux-tu rester de même, moi aussi. Moi, j'ai accouché puis je suis redevenue celle que j'étais là. Ouais. Tout mon cerveau est revenu le jour de l'accouchement. J'ai sorti le bébé, tout est sorti, je suis redevenue. Fait que, tu sais, en tout cas, je vous le souhaite, là. Je veux pas dire que c'est si facile que ça pour tout le monde, mais moi, c'est arrivé. Je me suis reproché sans raison d'être responsable des choses qui allaient mal. Non. Non, moi non plus, je te dirais. Non. Ça, c'est pas quelque chose que j'ai ressenti. Ben parce qu'en fait, tu sais, il y a quelque chose de tellement mystérieux dans tout ça, tu sais. Il y a une part de mystère qu'il faut accepter d'incontrôlable. D'incontrôlable,
c'est... Non, je me suis pas sentie comme ça. Moi non plus. Je me suis sentie inquiète et soucieuse. Ben, c'est ça. Ça avec ton vécu, mais moi, même sans avoir perdu d'enfant, puis ça, c'est ma prochaine invitée. On vient parler de deuil périnatal, d'infertilité. Tellement important. Ça va être de tout, très important. Moi, malgré ça, en tant que personne anxieuse, j'avais peur qu'elle ne s'accroche pas. C'est ça. Quand elle est née, j'avais peur de la mort subite du nourrisson. Puis ça a pris de la place, ça m'invalidait. Fait que là, j'étais vraiment dans un problème là, mental. Fait que c'est intéressant, tu sais, de savoir, est-ce que toi, tes soucis, tu arrives à vivre quand même ou ça t'empêche de respirer puis que tu n'arrives plus à fonctionner? Selon qui t'es, c'est ça. Ça dépend. Ça dépend, tu sais. Puis moi, c'est ça qui est fucké, c'est que malgré ce contexte de j'ai perdu un bébé, là, j'ai comme un début de grossesse. Tu sais, j'ai eu, je sais pas comment l'expliquer exactement, mais j'ai comme eu un morceau de placenta que j'ai carrément perdu, là. Mon Dieu. OK? Non, c'était vraiment gros, là, dans ma toilette, là, et ensanglanté, là. J'étais certaine que j'avais perdu mon bébé. Et malgré ce drame, on est parti là, comme en trombe à l'hôpital. Puis là, il y avait encore un cœur, là, tu sais, mais c'était vraiment weird pendant longtemps. Malgré tout ça, j'étais comme... Il y avait un côté de moi, mais des fois, je me qualifie de Golden Retriever, ce qui est une de mes grandes forces, là. Un peu imbécile heureuse, mais je suis zéro négative. Tu comprends? Malgré tout ça, j'étais pas... c'est ça, j'étais pas si détresse. Ouais. J'étais pas si anxieuse. Alors que, mettons, quelqu'un d'autre aurait capoté, tu comprends? Ben oui. Ben on le sait pas comment on va réagir. On sait pas. Mais il faut être à l'écoute. Oui! Il faut être à l'écoute à quel point ça nous invalide. Je me suis sentie effrayée et paniquée. Ah non, c'est ça. J'avais un côté contraire. Moi, j'étais Amazon. J'étais comme... J'avais une force, un feu. Puis c'était vraiment puissant. Ah, c'est beau. Mais je me sentais vraiment comme ça. Puis je savais que j'avais une fille, fait qu'on dirait que ça rajoutait une couche. J'étais vraiment... j'étais puissante. Je me sentais puissante. Alors que je vivais des trucs très difficiles, tu sais. Mystère. Moi, c'est la première fois que je me suis sentie sans contrôle puis emprisonnée de mon propre corps. Fait que moi, effrayée, là... c'était le bon mot pour moi. C'est fou, hein? Capoté. C'est fou, on est une en face de l'autre, puis... Deux expériences. Et il y en a... Chaque femme, chaque grossesse, en plus. Oui. J'aurais un autre discours sur mon autre grossesse, puis toi, assurément. Ben oui. À chaque fois, ça n'a jamais été pareil. J'ai tendance à me sentir dépassée par les événements. Fait que toi, clairement... Bien, quand je me sens dépassée par les événements, ça me fait très, très rire. Mais c'est quelque chose, un sentiment que je connais. Tu comprends-tu? Des fois, on est dépassé, là, tu sais, je veux dire, de la vie, là. Je veux dire, tout le monde, on est tous dépassés, là. Tous les humains, je pense, on a ce sentiment-là. Mais moi, ça me fait beaucoup rire. Mais c'est très bizarre, là, mais... C'est là qu'il aurait fallu avoir Sarah Hamel à côté pour qu'elle nous diagnostique notre mentalité après, là. Oui, le chaos me fait rire. Le chaos te fait rire. Ben, t'es bête dedans, qu'est-ce que tu veux? Je me suis sentie malheureuse et j'ai eu des problèmes de sommeil. Hey, ça, moi, 100%. Ah, moi, écoute donc, j'aurais coté partout. Aidez-moi quelqu'un. Mais c'est génial parce que c'est là qu'on voit les réponses à la puissance de ce questionnaire-là. Puis les gens, ils ont peur de le mettre de l'avant parce qu'ils veulent pas aller là. Mais moi, je trouve ça merveilleux là, que nous, on fasse cet exercice-là. Puis là, les femmes vont l'entendre, tu sais. Puis allez sur Google, là, vous n'avez pas besoin de mon livre. Échelle d'Édimbourg, c'est gratuit. Là. Ben oui, ils ont besoin de ton livre. Non, mais vous allez le trouver. On va en lire des extraits, puis ils vont se dire, OK, c'est bon, j'y vais. Non, mais vous allez le trouver de façon super simple. Je veux que ce soit accessible aussi, tu sais. Oui. Je me suis sentie malheureuse et j'en ai pleuré. Non. Et j'ai pensé à me faire du mal. Jamais. Toi? Oui. Merci de le dire. Oui, mais moi, plus à ma deuxième, j'étais tellement dans une détresse profonde que je me suis dit, je vais me faire avorter. Mm-hmm. Puis ça, on va en reparler tantôt, le poème de Marie-Lou. Oui. Dans le deuxième épisode, pas maintenant. Parfait, je me tais. Ah! Mais c'est parce qu'écoute, je vais essayer de le lire sans que ça me coule des yeux, là, mais son extrait de poème. Mais moi, je me disais, je vais me faire avorter, je vais quitter ma première fille et mon chum parce que je ne veux plus de cette vie-là. Puis j'espérais pogner une bordure d'autoroute.
Merci de le nommer. C'est fou raide, hein? Mais merci de le nommer. Ça prend un courage immense. Puis il y a plein de femmes qui se sentent comme toi, puis qui vont sûrement, grâce à ton honnêteté, prendre le téléphone. Puis j'espère faire un move s'ils sont là. Parce qu'il ne faut pas rester là. Puis il y a moi, il y a de l'aide qu'on peut avoir. Je suis toujours en train de le mettre de l'avant parce qu'on le sous-estime, là. La ligne parent est là. Puis on peut même appeler Suicide Action Montréal. Ils sont là pour ça, là. Tu sais, je veux dire, c'est important. Mais juste de reconnaître, moi qui est une personne tellement vivante, qui a plein de projets, qui est créative, qui m'amuse, qui a vécu le sport, tu sais, lumineuse, énergie de fou. Oui, de reconnaître que là, je pense au suicide. C'est juste ça. J'aurais pas pu. Là, maintenant, je le dis, mais tu sais, elle a 9 ans, ma fille, là. Mais sur le coup, je pense que j'aurais pas été capable parce qu'il y avait une question d'orgueil aussi, de détresse parce que je me reconnais pas. Mais d'avoir eu ce formulaire-là d'emblée, oui, parce que ça aurait été facile pour moi de côté. Oui. Puis que le médecin me dise, hey, je le vois que ça va pas, j'aurais fait, ben, coudonc. J'avais besoin, puis je pense que ça venait de l'extérieur. Absolument. Parce que de moi, c'était trop douloureux de le faire toute seule. Ben, puis c'est difficile, tu sais. Ouais. Versus, c'est quelqu'un d'extérieur, neutre. On sait à quel point c'est important. Puis qu'ils disent, puis moi, c'est tout le temps ça que je me dis. À partir de l'instant où ça est mis de l'avant, on répond. Puis là, tu as un flag. Puis là, tu dis, bon, mais toi, tu vas être suivi. Je sais pas si c'est une TS. Je sais pas, c'est qui. Quelqu'un qui va être là pour toi. Un numéro 24/24. Crème, on peut-tu s'occuper des mamans quand ils vont pas bien? C'est tellement important. Amen. Mais là, juste avant là, qu'on conclue cet épisode-là, je savais qu'il serait trop long parce qu'il y avait 7 sujets, là. Puis le pire, c'est qu'il y a l'obéissance. Tu sais, dans ton livre, tu lèves pourquoi qu'on est si obéissant. Les recommandations, c'est juste des recommandations. C'est pas éternel, puis ça change tout le temps. Suis ton instinct. Instruis pas trop. Tu sais, c'est comme, je voulais qu'on aille dans tout ça, là, mais là, on n'ira pas. J'aurais quand même aimé, parce que moi, c'est quelque chose que je me suis posé la question en 2023. Est-ce que j'étais vraiment une personne qui aurait eu des enfants si j'avais su que tu peux être valide comme humaine sans enfant? Oh! Finalement, la réponse, c'est oui. Mais tu en parles dans ton livre, puis je pense que c'est une question qu'on doit se poser. Wow. Parce qu'on a tellement le conditionnement qu'une femme est incomplète sans famille. Ça me fâche tellement. Bien, je le sais. Ça me fâche tellement. Fâche-toi, on t'écoute. Non, mais c'est parce que, premièrement, ce que je trouve hyper difficile, c'est qu'on connaît pas souvent la trajectoire des gens. Moi, j'ai plein de femmes autour de moi qui vivent de l'infertilité, OK? Ne serait-ce que ça. Qui passent à travers des montagnes dans le désir de maternité et finalement font ce deuil-là. Et là, on les invalide alors qu'elles ont tout fait pour. Un. L'autre, je n'ai pas envie d'être une mère. J'ai des amis comme ça aussi, qui sont des femmes autour de moi qui me font du bien, qui m'apaisent, qui m'offrent tellement de réconfort. Et encore une fois, on les invalide. On les invalide tellement qu'on leur dit même qu'elles n'ont même pas le droit d'être fatiguées parce qu'elles n'ont pas d'enfants. Ah, mon Dieu, c'est vrai? Dégueulasse! Ah, même moi, je fais ça. Mais c'est dégueulasse! Parce que je me dis souvent, puis je le dis en joke, mais c'est tellement dégueulasse quand tu le dis, ça n'a pas de bon sens, mais je me dis, crime, comment je faisais pour être fatiguée avant d'être mère? Tu sais, comme cette nuit, j'ai pas dormi encore, puis vraiment fucking pas. Ben oui. Mais je suis quand même là. C'est ma vie. Oui. Mais c'est vrai qu'on fait ça. Puis ça, je trouve ça terrible. Ben oui, c'est terrible. Fait que ça, après ça, il y a toutes les situations complexes de couple, de il en veut, j'en veux pas, d'amour, d'amoureuse, de ci, de ça, couple du même sexe, de carrière, sport, de voyage, 1000 affaires. Ouais. Puis après ça, là, on est dans le jugement là, de base, alors que l'être humain est tellement plus compliqué que ça. Fait que les femmes, peu importe ce que vous choisissez, c'est valide. Maternité ou pas, on s'en fout. Ça n'a pas rapport. Puis ça fait pas de vous une personne moindre ou de moindre valeur. J'aimerais qu'on le répète le plus souvent possible parce que ça me fait beaucoup de peine. Beaucoup de peine. Puis j'aurais été une femme possiblement aussi intéressée par la maternité sans l'être une mère. C'est pas nécessaire. J'ai le désir de comprendre l'autre, puis c'est correct, tu sais. La vie a fait que ça a fonctionné, mais ça aurait pu ne pas fonctionner, tu sais.
parce qu'on le sait pas. Notre corps, il est compliqué, tu sais. Voilà. On va s'asseoir là-dessus 2 secondes. Merci. Merci à toi. Merci de l'avoir partagé. Là, avant de se quitter. De un, je t'offre mon livre. Mais je l'ai déjà. Non, oui, mais je viens de te le dédicacer. Mais je l'ai déjà, je l'ai lu. Ben, tu le donneras à ta mère. Je le donne à ma mère. Ou à ton ami. Mais voyons, comme si j'avais pas lu ton livre. Tu l'as lu? Ben c'est sûr. Je suis tellement contente. Mais je souhaite que tout le monde la lise parce Absolument. que je souhaite à toutes les femmes d'être l'experte de leur propre corps. Absolument. Mais là, il est dédicacé avec ton nom, fait que tu donneras l'autre. Ben c'est ça que j'allais dire. Je vais garder lui. Pas le choix. Je vais garder lui. Je vais mettre dans ma belle bibliothèque de tous mes livres de maman que j'aime tellement. Super. Merci. En rose bonbon. Et là, tu sais, je vais te poser une question à la fin pour bien conclure, mais il y avait une de tes interviewées. À quelle page déjà? T'en rappelles-tu, toi? Ben je sais pas de qui on parle. 46. Une masso. Je l'ai notée là, dans mon chaos réconfortant. Ah, Katia, mon amie massothérapeute. J'aurais aimé lire son petit texte Vas-y. parce que je trouvais que ça mettait en lumière à quel point ça pouvait être autant de la merde que du parfait bonheur dans la même seconde, dans la même émotion. Je trouvais qu'elle disait bien, fait que j'ai envie de le transmettre. Puis après ça, je sais pas si tu as besoin de te préparer d'avance, mais j'aimerais ça que tu nous dises qu'est-ce que tu souhaites aux gens. Ah, parfait. T'es prête? Oui. Fait que Katia nous dit « La maternité, c'est la plus belle expérience de ma vie, malgré tous les tourments. Elle m'a propulsée vers les hauts, m'a guéri de plusieurs blessures d'enfance, m'a permis de revivre l'enfance à ma manière avec beaucoup plus d'amour. Et puis, ça m'a aidé à me surpasser, ça m'a donné la chance de devenir une meilleure personne chaque jour. À l'intérieur, je veux être le meilleur modèle et j'essaie d'offrir à ma fille une version plus allégée de moi. Je ne veux pas lui léguer mes démons. J'aimerais qu'elle soit une personne plus heureuse et plus libre que je ne l'aurais jamais été. Je n'ai pas la fibre la plus maternelle, sinon j'aurais peut-être eu plusieurs enfants, mais j'ai appris à aimer. De toute ma vie, c'est l'amour le plus pur que j'ai vécu et que j'ai reçu. » C'est tellement beau. Puis moi, j'ai 2 petites faces qui viennent avec ces phrases-là. La face de Katia puis la face d'Anaïs, sa fille merveilleuse qui a 15 ans. Non, oui! Ah ben oui, elle le dit. Ma fille a 15 ans. C'est une maman, c'est une grande amie à moi, puis elle a beaucoup, beaucoup souffert. J'ai été très présente pour elle. J'avais pas d'enfant à l'époque. Mais c'est très beau, c'est très résumé. Puis voilà, merci de l'avoir lu. En même temps, c'est vrai que ça nous ramène nos démons d'enfance. Absolument. C'est un gros travail. Puis ça, moi, c'est peut-être ma conclusion à moi, c'est de s'attendre à ça. Moi, si j'avais voulu qu'on me prépare à enfanter, ça aurait été de me dire, tes démons d'enfance vont tous ressortir. Ils sont toutes là. Parce que tu dois les travailler pour pas les transmettre. C'est lourd et violent. Fait que moi, c'est ce que j'aurais aimé qu'on me dise avant d'avoir un enfant, même avant de tomber enceinte. Est-ce que je voulais faire ce cheminement-là? Là, ça l'était imposé, mais tant mieux, c'est fait. Et toi, qu'est-ce que tu souhaiterais à nos auditrices après cet épisode? Je souhaiterais, c'est vraiment le mot qui me vient toujours, toujours en premier quand je pense aux mamans enceintes qui viennent d'accoucher, de la douceur et de l'autocompassion. Parce que ça sera pas parfait. Ça sera pas parfait. Ça va être tough par bout, puis méga cool par d'autres bouts, mais ça va être ça. Ça a l'air banal, mais ça va être ça. Fait que soyez douce avec vous. Parce que c'est une grosse aventure. Il n'y a pas de chemin préétabli. Beaucoup de surprises, des bouffées d'amour que vous avez jamais connues, des affaires. Moi, ça me fait mal en dedans, des fois, quand je pense à mes enfants. Moi, j'ai envie de les croquer. Moi aussi. Je suis cannibale. Tu sais, quand j'ai trop d'amour, je croquerais. C'était un problème parce que ça avait fait que ma première, je la croquais, puis là, elle s'est mise à me croquer. Puis là, mon chum m'a dit, là, ça va faire. Les 2 cannibales. J'y pense, là, des petits bras, là. Fait des que cuisses pleines de plis. Tout ça. C'est bon, ça goûte sucré. Tout ça, là. Fait que c'est des affaires qu'on sait pas qu'on a en nous. On le sait pas qu'on va découvrir. Puis, la douceur. Merci, Jessica. Merci. Merci de ton temps ce dimanche, de te couper de la famille pour venir libérer les paroles. Ah, c'est tellement important. Merci à toi. Merci.